Au parc. Salut. 60 $. Regardez quelle magnifique colonne en marbre pur. Avec la vue classique de Pyongyang depuis la fenêtre de la chambre d'hôtel. Le 4e jour débutait avec une matinée dédiée à la visite des sites emblématiques de la capitale. Après le petit déjeuner habituel, j'ai rapidement feuilleté un magazine militaire disponible pour les clients de l'hôtel à notre étage. Dans ce magazine de l'année 2023, tout était en coréen et non en anglais, contrairement aux journaux pour étrangers. On y montrait différentes images du défilé militaire annuel où l'on pouvait voir des choses aussi curieuses que des tracteurs avec des remorques pleines de mitrailleuses. Le reportage montrait également le maréchal Kim Jong-un inspectant des sites militaires. Après être descendu dans l'ascenseur vitré avec vue sur l'île et après qu'on nous ait pris la température dans le hall de l'hôtel, nous sommes montés dans le bus et avons pris la route vers notre premier arrêt. Au programme d'aujourd'hui. Pendant le trajet, nous avons de nouveau vu des affiches de propagande, de grandes avenues et des bâtiments gouvernementaux, ainsi que des personnes accroupies en train de désherber les trottoirs à la main ou des pionniers en route vers l'école. Peu après, nous avons fait une brève halte dans le même fleuriste que le premier jour. D'après le guide, c'est le seul stand acceptant la monnaie étrangère. Et une fois que nous avons acheté les fleurs, nous étions prêts à continuer vers le monument à la Libération. Ce monument se trouve sur la colline Morabong, au cœur de Pyongyang, près du grand monument de la colline Mansudae, ou de la statue du mouvement Shojima que nous avons vu le premier jour. Le monument, inauguré en 1946, est composé d'un obélisque couronné d'une étoile rouge, s'érige comme symbole de l'alliance entre l'Union soviétique et la Corée du Nord, pendant la lutte contre l'occupation japonaise. Quelques mois seulement après l'entrée triomphale de l'armée rouge à Berlin et la capitulation de l'armée allemande, les soviétiques déclarèrent la guerre au Japon. Le 8 août 1945, quelques jours après le largage de la bombe atomique sur Hiroshima. Ils lancèrent alors l'opération appelée Tempête d'août, qui avait pour objectif de mener une offensive rapide et décisive contre l'armée japonaise, dans la région de Mandchourie et le nord de la Corée, considérée comme un succès. En quelques jours, les forces soviétiques libérèrent une grande partie du nord de la Corée. Le monument était un lieu de pèlerinage fréquenté par les Nord-Coréens jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Et cela nous donne une idée de la collaboration qui existait entre ces deux pays. Bien qu'elle ait connu des hauts et des bas au fil des décennies, les soviétiques ont joué un rôle important dans la fourniture d'énergie, de machines, d'armements et de technologies, entre autres choses. En plus de la coopération économique et militaire, la collaboration entre les deux pays a aussi englobé des domaines comme la politique, la culture et l'organisation sociale, dont certains aspects sont toujours visibles actuellement. Celui-ci que j'ai ici, derrière moi, est le monument dédié aux soldats soviétiques qui ont aidé en 1945 à mettre fin à l'Empire japonais et à ouvrir la voie à l'indépendance et à la liberté, comme ils le disent, à la République populaire démocratique de Corée. Vous pouvez voir de ce côté déjà la célébration de la victoire et de l'autre, l'appel à l'action, le combat, la lutte. Cette image montre des citoyens coréens remerciant les soldats soviétiques. On peut voir un drapeau soviétique aux côtés du drapeau nord-coréen. Ici, vous pouvez voir ce qui est écrit. Gloire éternelle à l'armée soviétique, qui a aidé à libérer le peuple coréen des impérialistes japonais et lui a ouvert la voie vers l'indépendance et la liberté. 15 août 1945. Avant de continuer, le guide nous a montré sur son portable l'application permettant d'effectuer des achats en ligne. Une sorte d'Amazon nord-coréen. Il faut savoir que le réseau Internet commun en Corée est fermé et ne permet pas d'accéder à l'Internet mondial que nous utilisons. Il s'appelle Kwamnyong, ce qui signifie « brillant » en coréen. Et au sein de ce réseau, le commerce électronique semble avoir gagné en popularité ces dernières années, bien qu'il existe au moins 2 précédents de commerce électronique. Le soi-disant Shojima, inauguré en 2007 avec la collaboration chinoise, et le dénommé Malmunsang, traduit comme le magasin des 10 000 articles ouverts en 2016.
Je ne saurais pas dire lequel nous avons vu. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'on y vend toutes sortes d'articles, des produits de beauté comme des crèmes, du maquillage, ou même ce qui semblait être des imitations de parfums de la marque Lancôme. Pour 140 won, ce qui équivaut au taux officiel à un peu moins d'1 euro. On trouve aussi des téléphones portables avec écran, Active Matrix Organic Light, Emitting Diode pliable, des produits pharmaceutiques, vêtements, chaussures, fleurs, montres connectées, bureaux, mobilier et publicité bancaire. Dans la section pharmacie, on pouvait lire des rubriques comme santé pour la femme, santé gastrique, médicaments nouvellement arrivés, aliments sains à haute efficacité et même une gamme de médecine patriotique. Il y avait également ce qui ressemblait à des billets de spectacle et des publicités aux typographies et couleurs éclatantes, bien que leur contenu exact m'échappe. Dans certains cas, le nombre de visites de la publication était indiqué, atteignant parfois des dizaines de milliers. En raison de l'isolement du pays, le fonctionnement du système de paiement via ces applications reste flou. On croit que cela se fait via des cartes de paiement ou des moyens contrôlés par l'État. Mais ce que l'on sait et que l'on peut observer, c'est que l'utilisation des smartphones se généralise de plus en plus. La plupart sont produits par des entreprises d'État en Corée du Nord ou importés en pièces détachées puis assemblées soigneusement à l'intérieur du pays. Ainsi, il s'assure que malgré des caractéristiques similaires aux smartphones modernes, leur fonctionnalité reste limitée. Ils sont livrés avec des applications préinstallées pour les actualités, les e-books ou les jeux et sont conçus pour se connecter à l'intranet mobile national. Coriolink est active depuis 2008. Il s'agit d'une coentreprise entre Orascom, Telecom Egypt et la Corporation des télécommunications de Corée. Après avoir visité le monument, nous allons nous promener dans le parc central de Pyongyang. Et il est clair qu'ils nous emmènent toujours là où ils veulent, car c'est un chemin, ils ne te laissent jamais seul à aucun moment, il y a toujours 2 personnes qui surveillent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit quand même des scènes de la vie quotidienne ici, qui ne sont pas préparées, disons, ils ne préparent pas tout dans les moindres détails. On peut effectivement voir des grands-mères assises qui nous parlent, qui nous disent des mots en russe, puis d'autres grands-mères qui jouent à n'importe quoi, puis des pionniers aussi qui dessinent des scènes qui font aussi partie du quotidien d'ici. Et c'est curieux parce qu'on en voit beaucoup, comme à l'hôtel. Ce genre de bâtiments qui semblent abandonnés, même s'ils sont utilisés, ils sont comme semi-abandonnés. Et celui-ci derrière moi est aussi au milieu du parc, mais on voit des gens qui font leurs affaires. Et regardez, le guide vient de me dire que ceci est un mur du 6e siècle, du 7e siècle. Shishnakto a un mur défensif en haut du parc. On peut même voir des groupes de touristes coréens qui viennent ici pour visiter le parc avec leur guide, habillés en costume traditionnel. J'ai remarqué un détail, les pionniers, et même les adultes, marchent toujours en file indienne par 2 et souvent en se tenant la main. Je pense que c'est quelque chose qu'on leur inculque depuis qu'ils sont petits. C'est une tradition, cet ordre. D'ici, depuis cette pagode surplombant le parc, on constate qu'il est bondé. D'elle, là-bas, au fond, vous pouvez en voir une autre. On peut voir le pont, la tour de télévision. Et puis, une chose très curieuse, c'est que le stade, qui est un stade énorme, est en service en ce moment. Le score est 2-0. Si vous le voyez, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de public. Je trouve ça super curieux, c'est comme si n'importe qui pouvait utiliser le stade, j'imagine. L'autre jour aussi, ils étaient là, en train de regarder un match. Mais bon, ce n'est peut-être pas la Ligue, je ne sais pas, j'imagine que ce sont des équipes normales qui jouent. Et le public ? Quasi absent, à part une personne aperçue au loin. Ici, nous avons les écoliers de Pyongyang, tous bien en uniforme, avec pratiquement les mêmes sacs à dos. Il y a eu un moment de tension quand je me suis approché du petit stand de nourriture, parce que je voulais vous montrer ce qu'on peut manger ici. Et tout de suite, la dame qui vendait au petit stand a dit « Non, 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 non », comme ça. Et elle a appelé le guide et lui a dit, comme en chuchotant « Putain, des moments de tension, je me dis, qu'est-ce qui va se passer ?» Et rien.
Au final, le guide a dit que ça n'avait pas d'importance si tu montrais les produits, que ce n'était pas grave, mais on sent quand même cette tension. Putain, on pourrait la couper au couteau, cette tension. Tellement certaines personnes, ils se méfient énormément des touristes et de ce qu'ils font. Voici la carte du parc. Comme vous pouvez le voir, ce type de structure apparaît toujours sur les panneaux de propagande, sauf qu'ici, elle est occupée par la carte. Ces blocs de béton servent à installer les banderoles et on les voit partout dans la ville. Là-bas, au loin, à côté de la carte, il y a une sorte de pigeonnier avec des petits chiens et des pigeons. Regardez, on tombe ici sur une séance photo de mariage, des jeunes mariés avec des costumes coréens traditionnels. Ceux-ci doivent être les témoins et là vous avez les mariés. Qu'est-ce qu'on ferait sans la technologie, bordel? Il a là son oreillette, le pote, et son téléphone portable. S'entend. Ça a été la petite promenade dans le parc, très jolie, beaucoup de vie. On voit beaucoup de groupes d'enfants, de jeunes, quelques militaires qui ne nous ont pas laissé filmer, je suppose qu'ils font leur service militaire, la mili. Et aussi les enfants de l'école et les personnes âgées. Même un mariage, c'est l'apparence d'un parc à Pyongyang. Après la promenade dans le parc de la jeunesse Morambong, nous sommes allés vers notre prochaine destination, le musée de la guerre victorieuse, aussi appelé musée de la guerre de libération de la patrie victorieuse. Un classique des visites guidées de la capitale. Il devait être près de midi et voilà à quoi cela ressemblait. L'une des avenues principales, presque sans circulation, à part quelques bus et quelques voitures par-ci par-là. Des piétons et des cyclistes dans les rues et des immeubles résidentiels aux façades de différentes couleurs, le tout, comme toujours, extrêmement propre et ordonné. En passant près de l'ambassade de Russie, nous avons remarqué un groupe de personnes lisant avec intérêt les affiches d'information sur le panneau d'affichage. Possiblement sur les développements récents des relations bilatérales. Nous venons d'arriver au musée de la Libération, je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'il s'appelle, mais c'est le musée qui lui est dédié. Comme vous pouvez le voir, à la guerre et à la fin de la guerre contre la Corée du Sud, de 1950 à 1953, avec les étoiles, le drapeau de la Corée du Nord et les soldats de chaque côté. On vient de nous faire un contrôle de métaux à l'entrée. On ne peut pas non plus apporter de cigarettes ni de briquets, il est interdit de fumer. La première chose visible ici est l'inscription de l'inauguration datant de 1993. L'espace est immense, une place gigantesque et, au fond, la statue des soldats et, encore plus loin, le musée. Observez les statues au style très soviétique. Ce que vous voyez ici, le soldat avec le bâton et l'autre avec cette arme. C'est un système qui a été développé pour de bonnes raisons. D'après ce qu'on nous a dit, c'était pour détruire les avions ennemis et on utilisait un bâton. Avec cette arme soviétique, dont le nom m'échappe, on visait le ciel pour abattre les avions. C'est un système inventé par Kim Il-sung, le premier dirigeant, le grand dirigeant, et qui est très célèbre ici en Corée. Maintenant, nous sommes entrés dans ce qui ressemble à des tranchées. Regardez tous les trophées qu'ils ont des États-Unis d'Amérique, différents camions, différentes armes, canons. Toute cette partie est remplie de trophées de guerre américains, des États-Unis. Vous pouvez voir la petite étoile blanche. Ils commencent en soi par des canons, puis des barges amphibies, des chars, une quantité incroyable d'armements exposés ici, même des photos assez explicites, comme vous pouvez le voir, de soldats tombés. Toutes les armes et les objets exposés avec leurs plaques correspondantes, avec l'année de production et l'année de capture. Ils ont même des avions exposés ici, totalement détruits, mais tout de même reconstruits, comme celui-ci, l'AD-4. Là, vous avez la photo de comment il était avant d'être détruit. Les avions ont eu beaucoup d'importance dans cette guerre, et leur destruction était pas récompensée par des distinctions. Des avions de la marine qui partaient des porte-avions. Là, vous pouvez le voir, Navy, quelle folie. Il y en a énormément, hein. Il doit y avoir une vingtaine d'avions, sans exagérer, exposés ici. Et là, vous avez toutes les bombes, les projectiles qui étaient lancés depuis ces avions.
Ils ont même ici un navire espion américain qui s'est introduit dans les eaux nord-coréennes. Une fois de plus, ils le présentent tel un trophée. Ils ont même ici à côté des plaques et un panneau montrant le moment de l'arrestation de l'équipage. Nous allons maintenant le visiter. Pour un navire de recherche avec ses mitrailleuses, ils étaient bien équipés pour se défendre. Ici, vous avez la cuisine et le salon pour manger. Ah, je ne le vois pas, ça date de cette époque. Waouh, c'était une explosion ou une étoile? Étoiles, étoiles, étoiles. Regardez tout le matériel qu'ils avaient. Ici, une salle entière d'écoute. Les Américains, pleine d'appareils. Des radios, des radars, qui semblent être top secret, interdit, une machine à chiffrer. Une salle entière, avec ses systèmes de renseignement. La prise du village a provoqué une grave crise diplomatique dans le cadre de la soi-disant guerre silencieuse, où les incursions et les affrontements de faible intensité se répétaient fréquemment. Un membre d'équipage américain a été tué lors des affrontements armés entre l'équipage et les forces nord-coréennes, et les 82 membres d'équipage restants ont fini captifs, pendant 11 mois. Jusqu'à ce que Washington déclare officiellement que le navire Pueblo avait mené des missions d'espionnage dans les eaux nord-coréennes. Même s'ils sont ensuite revenus sur cet aveu, puis ils nous ont conduits au musée, un énorme édifice qui se dresse majestueusement à l'extrémité du territoire, juste devant le musée. Une statue représentant un soldat de l'armée populaire de Corée en position d'appel à l'action, brandissant le drapeau de son pays, flanqué de sculptures représentant des soldats en action. Là où le va-et-vient des visiteurs, et en particulier celui des pionniers, reconnaissables à leur foulard rouge caractéristique noué autour du cou, ne s'arrête jamais. L'affluence constante des habitants locaux et la systématisation de ces visites guidées permettent à tous les résidents de la découvrir, au moins une fois dans leur vie. Cela nous donne une idée de l'importance que cela revêt pour maintenir, sur des bases inébranlables, la vision nord-coréenne du conflit au sein de cette société hermétique. Sur la façade du musée, différents bas-reliefs évoquent diverses phases de la guerre et l'on peut y voir des chars. Des personnes âgées, enfants et paysans combattent des soldats, abattent des avions et sabotent. Le tout avec l'emblème du Parti des travailleurs et le drapeau de chaque côté. On peut même voir une statue en bronze où un vétéran de guerre échange un salut avec un enfant, symbolisant le transfert de la défense du pays entre les générations. Il était interdit de filmer à l'intérieur du musée, comme dans d'autres monuments visités. C'est pourquoi les images que vous voyez sont celles fournies par l'agence touristique ou trouvées sur Internet. Des plafonds hauts, 2 escaliers, des colonnes et des marbres de différentes teintes composaient ensemble le vestibule, dont le mur central est dominé par une immense statue du dirigeant Kim Il-sung. Au 2e étage, on trouve les portraits de différents généraux et d'autres militaires soviétiques. Ils dominent la montée de l'escalier au-dessus de l'entrée et sont présents à chaque instant sur les murs des couloirs. Nous rencontrons d'autres bas-reliefs représentant des soldats en action, soulignant l'héroïsme de leurs exploits. Nous avons continué la visite du musée avec un court documentaire sur la guerre et l'exploration de plusieurs salles d'exposition, où étaient représentés, entre autres, les camps de soldats nord-coréens. Comment ils s'organisaient en solo et combattaient depuis les tranchées, détruisant des chars et des avions. Davantage de sculptures et de figures de soldats, ainsi que des portraits de Kim Il-sung. Omniprésence de l'ennemi américain vaincu et d'autres alliés de la Corée du Sud. Cela se reflétait dans plusieurs salles, certaines présentant des représentations de champs de bataille gris où la destruction et les armes abandonnées mettaient en scène la reddition de l'ennemi, dont les corps inertes étaient dévorés par des corbeaux. Dans une autre salle, la souffrance des femmes et des enfants aux mains de leurs ennemis se mêlait à des images de résistance des plus faibles et des plus innocents. Ce qui m'a le plus frappé dans ces images, c'est que je n'ai trouvé aucune image représentant des soldats de la Corée du Sud combattant des Coréens du Nord.
Tout le poids de l'altibo de l'ennemi repose sur les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Enfin, on nous a emmenés dans une salle circulaire où il y avait une maquette panoramique à 360 degrés réalisée à la main par les artistes du prestigieux studio Mansudae, où l'on pouvait voir de manière animée, avec l'aide d'un narrateur et des effets sonores et lumineux, le déroulement de la bataille de Taeyong qui a opposé l'armée populaire de Corée à l'armée américaine à l'aube de la guerre. Après quelques photos avec la guide russophone du musée, nous sommes remontés dans le bus. Le trajet jusqu'à l'arrêt suivant a duré environ 20 à 30 minutes plus long que d'habitude. Nous avons donc eu l'occasion de voir certaines parties de la ville que nous n'avions pas vues auparavant. Il en allait de même pour les affiches de propagande sur lesquelles on pouvait lire des messages comme « Brillons intensément grâce aux réalisations transformationnelles dont nous avons été fiers cette année » ou cette composition de 3 affiches où l'on pouvait lire des slogans tels que « Pour le renforcement du pouvoir national et du prestige national à l'étranger, pour le bien-être du peuple ». Des affiches illustrant le lancement réussi d'un satellite, ainsi que les accomplissements et progrès du système socialiste. D'autres appelaient également à respecter les plans du parti, où les paysans, les militaires, les scientifiques et les ouvriers ne font plus qu'un, la tête haute et dans une pose pleine d'espoir. En avançant, nous dépassions des arrêts de trolleybus par la fenêtre. Des immeubles en construction et des stations de métro avec un va-et-vient constant de gens mais sans foule, où en observant les piétons, il était évident que l'humidité et la chaleur de la journée étaient étouffantes. Comme le montrait le nombre d'éventails et de parasols que portaient Manchol et Coréens, et comme nous avons pu le constater nous-mêmes, chaque fois que nous descendions du bus. Plus de stands de nourriture de rue et de boissons fraîches où l'on voyait des groupes de Coréens prendre un verre et discuter tranquillement. On avait l'impression que le rythme de vie n'était pas aussi effréné que dans d'autres grandes villes du monde. Depuis où j'étais, j'ai filmé une scène déjà observée les jours précédents, une femme se promenant avec son chien de compagnie. Cela indique qu'un changement est en cours dans la société coréenne. Avant de nous garer, nous avons traversé un quartier moins neuf que ceux vus auparavant, avec des nids de poules et des trous dans l'asphalte. Il s'agit de l'avenue Kwangbok, ce qui se traduit par restauration de la lumière ou renaissance. On peut y voir de grands immeubles résidentiels de différentes formes et couleurs, avec quelques stands de rue. Construite dans les années 80, elle commémore le 70e anniversaire de la naissance du président Kim Il-sung. Et elle dispose de 5 voies dans chaque sens, bien qu'on voyait très peu de voitures circuler, à part quelques tramways. Comme l'avenue est si grande qu'à certains endroits, on avait l'impression que c'était un espace ouvert. On nous a promis une nouvelle technique pour manger, un plof coréen qui est quelque chose comme du riz avec de la viande et des légumes. Ils vont nous prendre la température comme toujours. Merci de regarder la vidéo, merci. Comme dans chaque endroit où nous allons, il y a la boutique de souvenirs correspondante. Ici, vous pouvez voir les épinglettes. Je pense que c'est du jade. Je ne sais pas si j'avais déjà montré les aimants avant. Le set de couverts est toujours là, y compris celui pour le thé, il ne faut pas l'oublier. Regardez ces vases, les Coréens sont de vrais artistes. Il y a des peintures et des vases magnifiques, je ne vais pas vous mentir. Quel type de Lego pouvez-vous trouver? Tous sont sur la guerre, des chasseurs. Voici le bateau tortue. Il y a plus de chars ici, et là, le bateau tortue ou dragon. Plus de chars bien sûr, et des systèmes anti-aériens contre les missiles balistiques. Le go coréen, eh bien ça n'a pas l'air mal, hein? Pourrait-il contacter Lego et faire une collaboration? Combien? 60 $? Oui, et ça? 40? Et celui-ci 20 $? 20 $? Oui, merci, merci. Voici le restaurant, celui-ci est plus petit, avec une télévision pour le karaoké, bien sûr, et la bière de riz. Un piano aussi, il y a toujours un piano dans ces restaurants. Beaucoup de ces restaurants où nous allons ressemblent à un restaurant de mariage. Ils ont toujours la table des mariés ici, et les autres invités sont séparés. Regardez dans ce cas, avec des petites fleurs blanches parmi les fleurs. Ils nous ont servi des crevettes panées, puis aussi le riz pressé typique, qui est comme leur pain traditionnel, et puis quelques petits légumes comme ça.
On y va avec la crevette. C'est comme un flan aux œufs. Eh bien, voici le repas. Un peu de porc façon aigre douce, le plof, qui contient un peu d'omelette, puis je crois que ce sont des algues. Aussi des pousses de soja, ou je ne sais pas, d'une plante similaire, et de la viande avec des épices piquantes. Attention, si vous mangez avec des baguettes, elles ne sont pas en bois et c'est très difficile. Pendant ce voyage, j'ai fait tomber la nourriture 3 ou 4 fois et je me suis sali. Mesdames et messieurs, voici l'un des moments les plus attendus, la visite du métro de Pyongyang. On y va. J'ai jeté un coup d'œil au hall de la station. Nous sommes passés sans jeton, mais il faut payer un jeton, une petite pièce pour passer. Même si tous les tourniquets sont ouverts. Nous allons entrer dans l'un des métros les plus profonds du monde. Regardez là-bas le chef de gare Al-Chavalito. Sa construction a commencé en 1969 et la première station a été terminée en 1973, donc c'est un métro relativement ancien de l'époque soviétique. La construction présente une voûte typique. Les escaliers mécaniques sont identiques à ceux que l'on trouve dans toute capitale. Ex-soviétique, oui. Et les escaliers mécaniques, ils sont vraiment longs. Effectivement, je suis à mi-chemin et ça fait déjà 1 minute de descente. Regardez jusqu'où ça va. Énorme. L'éclairage, curieusement, ça sort des escaliers mécaniques. Ils ne l'ont pas ici au plafond, ni au milieu des marches, comme dans le métro de Moscou. Et ici, oui, nous sommes déjà arrivés sur le quai. Cette cabine curieuse ressemble à celle des métros ex-soviétiques, mais elle est speed en ce moment. C'est une cabine de contrôle. Des escaliers mécaniques. C'est parti. Les citoyens de Pyongyang. Les guides nous pressent. Ne restons pas en arrière. Il doit être environ 16 heures à peu près. Les gens rentrent déjà chez eux, j'imagine, après leur journée de travail. Voilà à quoi ressemblent les couloirs. Regardez ces petites lampes, des petites lampes avec une fleur dessinée dessus. Et bien sûr le marbre classique. Il ne doit pas manquer. Le réseau de métro compte 2 lignes principales. La ligne Choima et la ligne Hyoksin, qui totalisent environ 22 km de voies. Et 17 stations. Certaines atteignent 110 mètres de profondeur et leur conception architecturale montre une influence soviétique évidente, comme mentionné précédemment. Sa riche décoration comprend des lustres, des fresques et des mosaïques qui reflètent des thèmes patriotiques et révolutionnaires et incluant des matériaux comme le marbre et le granit, ce qui lui confère cet aspect majestueux et monumental, à la manière d'un palais pour le peuple. De plus, dans ces couloirs, on peut observer des portes blindées, permettant aux stations et aux systèmes de métro de fonctionner comme un abri en cas d'urgence. Malgré l'absence de chiffres officiels, on estime que des centaines de milliers de Coréens l'utilisent quotidiennement. De même, il existe des spéculations sur la présence de tunnels alternatifs reliés au métro, destinés aux hautes personnalités du régime, bien qu'aucune information vérifiable ne le confirme. Les wagons ont été importés de Chine et d'Union soviétique dans les années 70 et d'Allemagne de l'Est dans les années 90. Encore utilisés aujourd'hui de couleur verte et rouge. Dans les années 70, les wagons sont arrivés sans inscription ni référence à l'usine, même si on commerçait avec l'étranger. À cette époque, les politiques du gouvernement mettaient pas l'accent sur l'autosuffisance de la Corée du Nord, et il était important de souligner que tout était fabriqué ou assemblé en Corée. Cependant, en 2015, les premiers wagons entièrement coréens ont commencé à être produits, gris et noirs avec une ligne rouge. Dans le but de moderniser la flotte de trains, ils sont équipés d'une technologie plus avancée et offrent un meilleur confort aux passagers, similaire à celle d'autres pays développés. La première station, Pujung, où notre séjour a été écourté par la précipitation des guides. Cela se traduit par prospérité, caractérisée par ses élégants lustres. Et les fresques où des paysans, des ouvriers et d'autres travailleurs sourient sous la direction du dirigeant Kim Il-sung. Bien sûr, on nous presse, mais jetez un coup d'œil. Il y a plein de mosaïques là-bas, comme des travailleurs à l'arrière-plan. Des usines, nous attendons leur signal. Les chefs de gare, et les superbes lampes qu'elles ont, elles sont spectaculaires. Vous verrez des filles comme celle-ci.
Le brassard rouge est omniprésent dans le métro, y compris dans les wagons. Il peut s'agir d'un travail bénévole ou rémunéré. Et leur fonction principale va de s'assurer que les règles de civilité sont respectées, à superviser le comportement des passagers. Ils aident à l'entrée et à la sortie des trains en gare, participent au nettoyage et à l'assistance aux usagers. Les inscriptions sur le brassard servent généralement à identifier leur rôle et parfois le nom de l'unité à laquelle il appartient. Ils nous ont conduits dans une autre station. Superbe, nous sommes montés dans une station, rien de plus. Elle mesure 80 mètres, c'est la plus longue des stations. Et, selon ce que dit le guide, ces petites lampes ici évoquent des feux d'artifice. Les mosaïques que vous voyez de chaque côté du quai font 80 mètres de long, elles sont énormes. Avec les jardins de Pyongyang. Regardez-moi ces colonnes, s'il vous plaît, du marbre pur. Quelle beauté, quelle beauté. Regardez, observez bien. Et à chaque arrêt en gare, il me semble que l'un des conducteurs, le pilote et le copilote sortent par ici. Au bout du quai, vous avez une immense mosaïque de Kim Jong-il devant laquelle il faut se faire photographier, les bras le long du corps, bien droits. Nous sommes maintenant dans l'ancien wagon vert et rouge. Observez les détails des mosaïques visibles depuis la fenêtre. Et là, derrière moi, vous pouvez voir les portraits de Kim Il-sung et Kim Jong-il. Regardez, regardez, la chaise est assez confortable. Regardez ce contreplaqué typique en bois. Il n'y a ni publicité ni écran. L'un des premiers wagons est rempli de touristes prenant frénétiquement des photos. Je me demande ce que les Coréens en pensent. Les portraits du dirigeant se trouvent dans chaque wagon des trains du métro de Pyongyang. Placés au-dessus de la porte de la rame, ces portraits se trouvent dans le métro, parce qu'il est considéré par les Coréens comme un type de transport ferroviaire et, selon leurs règles, les portraits des dirigeants doivent être présents. La hauteur et la distance auxquelles ils doivent être placés sont précisément décrites dans leurs règlements. Tout comme vous pouvez les voir dans le métro, vous ne les verrez pas dans les bus, trolleybus ou tramways. En plus d'être installés dans les bâtiments gouvernementaux, les institutions ou les chemins de fer, on les trouve aussi dans chaque maison. Les portraits doivent toujours être propres et brillants, il existe même des kits de nettoyage pour les garder propres avec leur chiffon approprié. Les chefs de quartier, dont j'ai parlé dans d'autres chapitres, sont chargés de vérifier, maison par maison, que les portraits d'un soignant présents sont en bon état, comme symbole de loyauté envers le régime. Sous le regard curieux de certains passagers, comme des grands-mères qui nous saluaient et se mettaient à parler avec nous. Nous avons continué notre promenade dans le métro de Pyongyang pendant 3 stations sans arrêt. Ponggwa, Seongri et Tongil, qui signifient flamme, victoire et réunification. Respectivement, on peut y voir des fresques représentant des scènes de la vie quotidienne qui mettent en avant l'importance du travail, des thèmes révolutionnaires, patriotiques ou l'espoir d'une transformation. La Corée réunifiée, compte tenu de la détérioration des relations entre les deux Corées et de la politique de non-réunification adoptée par les dirigeants actuels. Cette dernière station a changé de nom il y a quelques mois à peine, et il reste à voir comment elle sera rénovée maintenant que la réunification n'est plus recherchée. Avec les voisins du Sud, pointe à la réserve des alternatives. Nous avons passé 3 ou 4 stations, mais ici, à nouveau, une mosaïque avec les ouvriers et les militaires coréens. Spectaculaire. Regardez ce détail. Ici, dans chaque station, vous avez aussi de quoi lire le journal. Ici, avec des vitrines, comme le fait ce monsieur ici. Et ici, vous avez la statue, qui semble être en bronze, de l'idéologue du mouvement juche. Le marxisme adapté au style coréen, une sorte de marxisme coréen natif d'ici. Le guide mentionne que c'est lors de son discours triomphal en 1945. À chaque station, il y a 3 ou 4 filles sur chaque partie du quai. Eh bien, voici notre excursion dans le métro aux 3 stations et nous sortons déjà. Regardez combien de gens derrière moi, c'est plein. Le métro fonctionne de 6h du matin à 22h.
et le prix est dérisoire, c'est 150 ronds, ce qui fait environ 0,015 centimes de dollar. Regardez l'Arc de Triomphe, la tour dédiée aux idées juches, l'horloge, rien de numérique, et les couloirs de cette station. C'est un moment émouvant pour moi. En tant que passionné des métros soviétiques, j'apprécie ce petit réseau qui capture l'essence même de l'ère soviétique. Regardez ces jolies petites boutiques ici avec des livres, la petite fille entre eux qui choisit ses cahiers, une autre petite boutique fermée, regardez comme c'est joli. Regardez les télévisions qu'ils ont ici en haut, 1, 2, 3 et 4. La plupart des passagers coréens s'arrêtent pour regarder où passe Gyeongsan directement, mais ils ne prêtent pas beaucoup d'attention. Certains sont très gentils et te cèdent leur place. Ils essaient d'interagir d'une certaine manière, mais pas beaucoup. Pas plus de 2 ou 3 mots. La sensation, je ne vais pas vous mentir, c'est comme une visite au zoo ou quelque chose comme ça. Tiens, c'est curieux. Là-bas, ils laissent les jetons, les gens les lui donnent, mais les tourniquets sont ouverts. À la station, la date d'aujourd'hui est affichée avec l'année 113, notre 2024, le 113 de l'ère Juche. Le symbole du métro et le numéro de la station sont visibles. Le guide semble répondre à des questions sur le nombre de billets achetés. C'est curieux. Les passagers sont sortis et le type à l'intérieur a fermé la porte et mis la barrière. J'ai ici le guide qui surveille comme un aigle et l'Arc de Triomphe magnifique. Fermé, allô, 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 ouh, quelle marée d'enfants. Que doivent-ils ressentir face à quelqu'un arborant une barbe et un visage occidental? Salut, regarde-le en train de manger une glace. Vous avez ici toutes sortes de petites boutiques à la sortie du métro, qui est aussi la sortie du stade de football. Les enfants, bien sûr, n'ont aucune gêne comme les adultes. Certains d'entre eux ne veulent sans même pas te saluer ni s'approcher de toi. Regardez, et le guide a fait le malin et il nous a amené tout le bus. Des petites glaces qu'ils ne vendent pas aux touristes, généralement qu'on achète seulement avec de l'argent coréen. On va voir ce que ça donne. Celle-ci est à la banane, il y en avait à la cerise, à la pêche. À votre santé. Putain, c'est super bon. Je pensais que ça allait être en poudre, mais non, c'est vraiment de la glace, de la vraie glace. Vraiment? Putain. Délicieuse, 100% bière sans aucune trace de riz. Et vous pouvez voir que cela ressemble beaucoup à ce que font les pionniers qui nous ont montré avant. C'est dingue. Cette bouteille coûte 750,76 €.